Que faut-il à un homme pour affronter la colère de la mer de Bering, l'une des étendues d'eau les plus froides, les plus sauvages et les plus impitoyables de la planète? La simple idée de s'aventurer dans ces profondeurs glaciales suffit à faire frémir la plupart des gens. Pourtant, pour les quelques courageux qui en font leur lieu de travail, le danger de la mer n'est pas un facteur de dissuasion, mais un défi. C'est ce qui fait de la chasse au crabe la prise la plus mortelle, l'un des métiers les plus périlleux que l'on connaisse. Et parmi ces âmes intrépides se trouve Sig Hansen, un homme dont le cran, les compétences et la volonté inébranlables ont transformé cette réalité brutale en une histoire de courage. Depuis près de 20 ans, son leadership a fait de Deadliest Catch non seulement une émission de télévision, mais aussi une fenêtre ouverte sur la survie elle-même. Mais ces derniers temps, les murmures se sont amplifiés. Des rumeurs au sujet de Hansen, étranges et alarmantes, se sont répandues parmi les fans. La vérité est aussi captivante que les tempêtes qu'il a traversées. Deadliest Catch a fait son apparition sur les écrans de télévision le 12 avril 2005 sous la forme d'une émission originale de Discovery Channel. Le concept était simple mais époustouflant. Suivre des pêcheurs de crabes bravant la mer de Bering pendant les saisons de pêche au crabe royal et au crabe opilio de l'Alaska. Leur base d'opération, Dutch Harbor en Alaska, est devenue l'épicentre du courage et du chaos. Chaque épisode plonge les téléspectateurs dans le rythme brut de la vie à bord de ces bateaux de pêche, documentant les luttes quotidiennes, les rivalités, les liens familiaux et la pression incessante qui accompagne la quête de la fortune au bout du monde. Narré par Mike Rowe. La série est classée TV14 en raison de son langage cru et de sa réalité encore plus dure. Elle retrace le passage de l'ancienne pêche à la criée à un système strict de quotas, faisant de la pêche au crabe une ruée vers l'or des temps modernes, où des mois d'épuisement peuvent rapporter la fortune d'une saison ou se terminer en tragédie. L'émission montre le vrai visage du danger des vagues gigantesques qui se fracassent sur les ponts des casiers à crabes en métal pesant jusqu'à 700 livres, qui se fracassent sur la glace, et des températures qui descendent en dessous de 20 degrés Fahrenheit. Chaque câble, chaque verrou, chaque pas gelé peut signifier la vie ou la mort. Des vagues scélérates surgissent de nulle part. La glace s'accumule sur les ponts, ajoutant un poids mortel. Les machines tombent en panne. Les câbles d'acier se rompent. La fatigue s'installe après 40 heures de travail avec à peine une pause. Et c'est alors que la mer fait des victimes. De véritables tragédies se sont déroulées devant les caméras. Les téléspectateurs ont vu les gardes-côtes américains affronter des blizzards pour sauver des pêcheurs de bateaux chavirés ou d'eau glaciale. En 2005, le Big Valley a coulé lors d'une tempête. 5 des 6 membres d'équipage ont péri. En 2006, l'Ocean Challenger a coulé. 2 corps ont été récupérés. Un homme n'a jamais été retrouvé. En 2017, le Destination a disparu sous les vagues, emportant avec lui les 6 membres de l'équipage. Les statistiques dressent un tableau sombre, un taux de mortalité de plus de 300 pour 100 000 travailleurs, plus de 80% des décès étant dus à la noyade ou à l'hypothermie. Entre 2000 et 2009, 12 pêcheurs de crabes en moyenne ont perdu la vie chaque année. Pendant les saisons de pointe, les décès survenaient presque chaque semaine. Même au-delà du crabe royal, le danger persiste. La pêche au crabe dormeur est un véritable cauchemar, traction interminable de casiers, de 200 livres dans des tempêtes glaciales, insomnie et blessures constantes causées par les pinces ou les machines. Presque chaque saison, on enregistre au moins un décès. Et pourtant ils reviennent, car une seule bonne saison peut rapporter à un matelot plus de $100 000. La récompense est élevée, mais le prix de l'échec l'est encore plus. Au milieu de ce chaos, le leadership d'un homme s'est dressé comme un phare, Sig Hansen, capitaine du Northwestern. Son nom est devenu synonyme de danger et de discipline. Aux commandes du navire à temps plein depuis l'âge de 24 ans,
Sig Hansen a participé à toutes les saisons depuis le début de Deadliest Catch en 2005. Au-delà de la caméra, il joue également le rôle de conseiller technique veillant à ce que la représentation de la pêche dans l'émission reste authentique et non scénarisée. Exigeant mais farouchement loyal, Hansen impose le respect à son équipage grâce à sa constance. Américain d'origine norvégienne et copropriétaire du Northwestern, il est fier de l'excellent bilan du navire en matière de sécurité. Sous sa direction, le bateau a navigué pendant près de 20 ans sans aucun décès en mer, et avec moins de blessures graves que la plupart des autres navires de la mer de Bering. Hansen pousse son équipe et lui-même dans leur dernier retranchement, de longues heures de travail épuisantes dans un froid glacial en luttant contre l'épuisement et la nature. Mais cette motivation a porté ses fruits. En 2005 et 2006, lors des dernières saisons de derby de l'émission Le Northwestern, est arrivé en tête de la flotte, ramenant le plus de crabes en termes de poids et de revenus. Son leadership a façonné Deadliest Catch autant que la mer elle-même. En tant que producteur, Hansen privilégie la vérité à la perfection. Il permet que les erreurs, matériel perdu, transport raté, panne mécanique, restent à l'écran. Ces moments bruts et non polis sont devenus l'âme de la série. Son honnêteté a permis aux téléspectateurs de s'investir, tandis que ses résultats ont maintenu le Northwestern au cœur de chaque saison. Au cours de la 20e saison, ses prises ont atteint la somme stupéfiante de $658 000, preuve de son endurance et de sa maîtrise. Mais ce qui distingue vraiment Hansen, ce ne sont pas seulement ses résultats, mais aussi son humanité. Les téléspectateurs l'ont vu lutter contre les crises cardiaques, les conflits familiaux et les pertes personnelles tout en retournant en mer. Sa vulnérabilité l'a rendu sympathique. Sa résilience l'a rendu inoubliable. Ce qui n'était au départ qu'une petite série expérimentale est devenue l'une des émissions de télé-réalité les plus longues de la télévision, en grande partie grâce à l'authenticité de Hansen. Son histoire a aidé le public à voir la pêche au crabe non pas comme une aventure téméraire, mais comme un héritage, un courage et une survie. Il a lui-même raconté cet héritage dans North by Northwestern, A Seafaring Family on Deadly Alaskan Waters, des mémoires qui plongent au cœur de l'aventure de la famille Hansen. Au-delà de la télévision, sa voix a atteint de nouveaux rivages, littéralement, puisqu'il l'a prêté à un personnage dans Cars 2, qu'il est apparu dans le jeu vidéo Deadliest Catch, et qu'il a été intronisé au Scandinavian American Hall of Fame Temple, de la renommée des Scandinaves américains. Ses apparitions dans The Viking Returns et The Bait ont encore renforcé ses liens avec les fans. Son succès s'étend au-delà de la mer, grâce à la vente de livres, à la promotion de produits et à des entreprises liées à la pêche vaisselle Northwestern. Comme lorsqu'il a rejoint Celebrity Apprentice, il a choisi comme œuvre de bienfaisance les gardes-côtes américains en hommage aux hommes et aux femmes qui risquent leur vie pour en sauver d'autres sur ces mêmes eaux glacées. Au fil du temps, l'engagement infatigable de Sig Hansen a contribué à transformer Deadliest Catch d'un concept rudimentaire en un héritage. Son leadership, fondé sur la famille, la tradition et l'endurance, en est devenu le cœur battant. Sigurd Johnny Hansen, né le 28 avril 1966 à Ballard, Seattle, a grandi dans un quartier imprégné d'héritage norvégien. C'est là, parmi les pêcheurs, les chantiers navals et les histoires du vieux pays, qu'il a appris ce que signifiait vivre pour la mer. Et en fin de compte, cette mer lui a donné sa plus grande raison d'être et sa plus grande épreuve. Sa famille a ensuite déménagé à Shoreline alors qu'il n'était encore qu'un enfant. En tant qu'Américain de première génération né de parents norvégiens, Sig a grandi dans un foyer où l'on parlait norvégien tous les jours. En première année, il a été renvoyé chez lui avec une note demandant à ses parents de lui enseigner l'anglais et d'arrêter de parler norvégien. Dès l'école primaire, alors que les autres enfants apprenaient de l'alphabet, Sig dessinait déjà des bateaux de pêche avec de la fumée noire s'échappant de leur cheminée, montrant ainsi son lien précoce avec la vie maritime de sa famille.
Il a fréquenté le lycée Shorewood, près de Seattle. Sig a admis plus tard qu'il pouvait être difficile, lorsqu'il était enfant, se souvenant de moments où il lançait des fléchettes de gazon sur ses frères et sœurs ou les plaquait au sol. La famille se rendait en Norvège presque chaque année souvent pour y pêcher, ce qui a renforcé les liens avec la terre de leurs ancêtres sur l'île de Karmøy. Sig parle toujours le norvégien à la maison et participe au défilé annuel de la journée de la Constitution norvégienne de Ballar, en mai. Son père, Sverre Hansen, était un pêcheur d'origine norvégienne, issu d'une longue lignée de pêcheurs, et l'un des premiers à avoir contribué à l'établissement de l'industrie du crabe en Alaska. Lui et son équipage de 3 personnes ont flotté dans des eaux agitées pendant des heures avant d'être secourus. La mère de Sig, Snefrid Hansen, a baptisé le bateau familial le Northwestern le 5 novembre 1977, déclarant que Sverre aurait été fier de l'éthique de travail de son fils et de sa représentation du métier. Sig a épousé June Hansen et ils ont 2 filles, Nina et Mandy. Edgar a épousé Louise Hansen et ils ont 3 enfants. La famille reste au cœur de la vie de Sig. Il a commencé à pêcher à 14 ans avec son père sur le bateau familial. Il quittait souvent l'école tôt pour aller pêcher l'été. Il revenait tard en automne, gagnant entre 10 000 et 15 000 $ par saison à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Il a également pêché en Norvège pendant l'été. Après avoir terminé ses études secondaires, Sig a commencé à pêcher à plein temps. À 22 ans, il est devenu le capitaine de relève de Northwestern et à 26 ans, il en est devenu le capitaine à temps plein, l'un des plus jeunes à atteindre ce niveau. Edgar et Norman travaillent tous deux sur le navire. Norman étant le mécanicien. Edgar est le chef de pont et a également été capitaine de relève et mécanicien. Mandy, la fille adoptive de Sig, a rejoint le navire en tant que capitaine de relève et capitaine en formation au cours de la saison 2018 de pêche au crabe royal. Elle gère les appels d'offres pour le saumon pendant l'été parfois avec son mari Clark Pedersen et s'occupe de l'embauche de l'équipage. En 2019, Mandy a pris le bateau en tant que capitaine pour la première fois afin d'installer des casiers de stockage. Le Northwestern reste une entreprise familiale détenue à parts égales par Sig, Edgar et Norman, qui l'ont hérité de leurs parents. L'équipage est composé d'amis proches et de membres de la famille, ce qui garantit la confiance et la sécurité. Sous la direction de Farah et de Sig, le bateau n'a connu ni décès, ni blessures durables, ni accidents majeurs. Les frères Hansen ont travaillé comme matelots de pont dès leur enfance et ont choisi de faire de la pêche leur métier. Dans les années 1980, la famille a contribué au développement de la pêche au crabe d'Opelio et a allongé le bateau à 2 reprises, passant de 118 pieds en 1987 à 125 pieds en 1991, ce qui a permis d'augmenter la capacité des casiers de 156 à 250. Cette expansion a permis de répondre à la demande croissante de crabes sans qu'il soit nécessaire d'acheter un nouveau bateau. Sfera a appris à ses fils à lire la mer, à trouver du poisson dans des eaux difficiles et à endurer des épreuves, leur transmettant ainsi des connaissances durables. Il a contribué à façonner le commerce du crabe d'Opelio. Depuis 1990, sous le commandement de Sig, le Northwestern n'a jamais perdu de membres d'équipage en mer, bien que les eaux fassent près d'une victime par semaine en période de forte activité. La coopération familiale a permis à l'entreprise de rester solide. Sig dirige un équipage de 4 personnes, travaillant souvent sans dormir pendant 3 jours pour atteindre les quotas. Edgar s'occupe des opérations sur le pont et donne des conseils. Sig l'estime beaucoup. Si Edgar n'est pas d'accord, Sig interrompt les décisions. Edgar apporte également de l'humour sur le pont grâce à des farces qui remontent le moral des troupes. Norman, après avoir travaillé pendant plus de 10 ans comme mécanicien à Yakima, est revenu vers 2002 pour rejoindre l'équipage. Le Northwestern a remporté les prix les plus élevés en termes de poids et de revenus lors du dernier derby du crabe royal en 2005 et à nouveau lors de la saison d'Opelio en 2006, recevant des primes de 250 000
et d'importantes parts de quotas dans le cadre du nouveau système de quotas de pêche individuelle. Le navire transporte généralement 195 casiers pour l'ensemble de ses pêcheries, l'Edgar étant souvent le premier à effectuer les appels d'offres en été. La célébrité de la prise la plus meurtrière a conduit à la création d'une boutique en ligne vendant des souvenirs tels que des casquettes et des aimants demandés par les fans. L'unité de la famille a rendu Northwestern populaire auprès des téléspectateurs, renforçant ainsi la marque. Le père de Sig a changé l'orientation de l'industrie du crabe et les racines norvégiennes de la famille continuent d'influencer leur activité. Leur partenariat égalitaire et leurs décisions partagées ont permis à Northwestern de rester forte en portant l'héritage de ses premiers jours de pionnier jusqu'au système de quotas structuré d'aujourd'hui. Sig Hansen confirme les rumeurs. Sig Hansen est un homme connu pour prendre des risques audacieux dans la télé-réalité Deadliest Catch. Cependant, avant la première de la saison 21 de Deadliest Catch, le capitaine Sig Hansen a révélé dans une interview à People que le cadre de cette saison était particulièrement significatif. Pour ce voyage, les capitaines et les équipages ont affronté une mer agitée de 50 pieds en allant plus loin à l'ouest que quiconque ne l'avait fait en 30 ans pour atteindre l'île abandonnée d'Atok en Alaska, d'après la description officielle. M. Hansen a déclaré qu'ils sont allés aussi loin à l'ouest que possible et que cette expérience lui a rappelé des souvenirs. Cette fois-ci, le plan était différent. Il s'est associé à Jonathan Hillstrand, et au lieu de se faire concurrence comme par le passé, ils ont prospecté ensemble et cherché du crabe en tant qu'équipe. Hansen a révélé qu'il était plus prudent en raison de son âge, ce qu'il n'avait jamais envisagé auparavant, alors qu'il pêchait dans une zone qu'il n'avait pas visitée depuis des décennies. Il a déclaré qu'il était intéressant de revenir dans cette zone après une si longue période. Un autre moment émouvant de la saison a été de voir sa fille Mandy travailler en tant que capitaine. Hansen a déclaré qu'il était fier d'elle et qu'elle l'avait impressionné par son leadership. Un aperçu exclusif du premier épisode partagé par People a révélé un moment plus sombre du travail. L'un des incidents les plus effrayants de la saison s'est produit au début de la mission, lorsque le Titan Explorer, le navire de Jake Anderson, a développé une fuite qui a contraint l'équipage à abandonner le navire. Hansen a déclaré que lorsqu'ils ont appris que les hommes étaient à l'eau, tout a changé. Il a expliqué que pour les pêcheurs en mer, le fait d'entendre que des amis sont en danger pousse tout le monde à agir rapidement et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour les aider. L'année dernière, M. Hansen a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de ralentir, mais il admet aujourd'hui que sa vision des choses a changé. En tant que pêcheur, il a l'habitude d'exagérer, mais il pense désormais souvent à la retraite. Il a déclaré qu'il lui restait encore quelques années à vivre, mais qu'il était de plus en plus inquiet à chaque fois qu'il partait en mer en pensant aux nombreuses personnes qu'il avait perdues. Il a ajouté qu'il réfléchissait désormais davantage à sa propre mortalité. Les défis du travail demeurent, mais son état d'esprit a changé. Il a déclaré qu'il avait déjà vécu tant de choses et qu'il souhaitait maintenant passer plus de temps avec sa famille et sa femme, conscient du nombre d'années pendant lesquelles elle a attendu qu'il revienne de la mer. Pour l'instant, M. Hansen a déclaré qu'il continuerait à travailler, même s'il sait que la retraite est proche. Il a mentionné qu'il a maintenant 4 petits-enfants. Il avait l'habitude de rire des pêcheurs plus âgés qui parlaient sans cesse de leurs petits-enfants. Aujourd'hui, il se trouve à leur place entièrement dévoué à ses propres petits-enfants, et il dit aimer profondément cette partie de la vie. Malgré tout, M. Hansen a déclaré qu'il ne voulait pas que sa fille vive selon les mêmes normes que lui. Il a expliqué qu'autrefois, il n'avait pas de limite parce qu'il pensait qu'il devait prouver qu'il était aussi capable que n'importe qui d'autre. Le conseil qu'il donne à Mandy est de bien comprendre ses limites, car les franchir peut représenter un réel danger. Par limite, il entend les limites du bateau, les conditions météorologiques et les situations auxquelles ils sont confrontés en mer. Même une petite erreur peut coûter la vie à quelqu'un. Malgré les années qui passent et le poids de l'expérience, Hansen reste confiant dans ses capacités. Il affirme avec assurance qu'il est le meilleur dans ce qu'il fait et que personne n'est meilleur.
C'est la raison pour laquelle il continue à travailler. Mais pourquoi s'agit-il d'une rumeur, et surtout à propos de sa santé? Voici la vérité. Les épreuves de Sig Hansen. Sig Hansen a souffert d'une série de problèmes de santé au fil des ans. En mars 2016, il a été victime d'une crise cardiaque pendant le tournage de Deadliest Catch. L'événement a été filmé à bord du Northwestern et sa famille a confirmé plus tard qu'il s'agissait bien d'une crise cardiaque. Il l'a décrite comme étrange, en octobre 2018. Hansen a eu une nouvelle crise cardiaque causée par une réaction allergique aux antibiotiques alors qu'il se préparait à pêcher. Il s'est remis de ces deux incidents et a repris la mer. Ses problèmes de santé l'ont amené à réfléchir à la mortalité et à souhaiter passer plus de temps avec sa famille. En regardant les images de la crise cardiaque de 2016, il a fondu en larmes. Le navire de pêche Northwestern a été confronté à ses propres dangers, notamment l'accumulation de glace, les défaillances des réservoirs d'eau et les ruptures de lignes. Les tempêtes ont provoqué des embruns verglaçants qui ont formé une épaisse couche de glace sur le navire. Lors d'un épisode au milieu de vagues de 25 pieds, l'eau de mer a inondé le réservoir central et n'a pas pu s'écouler. Le mouvement du navire a détaché une planche de séparation de 1000 livres qui a failli endommager la coque. L'équipage s'est battu contre les glaces de l'Arctique et un réservoir inondé qui aurait pu couler le bateau. L'ancre s'est détachée une fois lors d'une violente tempête, alors que le navire battait en retraite. L'accumulation de glace reste un danger majeur et les avertissements de sécurité du National Transportation Safety Board confirment le risque permanent qu'elle représente. Les problèmes de stabilité des réservoirs d'eau ont conduit à la construction du Northwestern après le naufrage du Foremost, le précédent navire de la famille. En septembre 2010, Hansen a annoncé qu'il quitterait Deadliest Catch ainsi que Jonathan et Andy Hillstrand en raison de différends juridiques avec Discovery. Les Hillstrand faisaient l'objet d'un procès de la part de la chaîne et Hansen s'est joint à eux pour envisager leur départ. Il a toutefois changé d'avis en octobre de la même année et est revenu dans l'émission. La décision a été brève, marquant d'une courte pause dans son engagement. En 2019, Hansen a révélé que sa femme June Hansen avait été diagnostiquée avec un cancer. L'annonce a été faite pendant la saison 15 de Deadliest Catch, lorsqu'il a déclaré qu'il semblait qu'elle avait une forme de cancer. Il a expliqué qu'une zone de son cou avait été confirmée comme étant cancéreuse, mais qu'il ne savait pas si le cancer s'était propagé. 2 mois plus tard, Sig et June sont apparus ensemble sur le tapis rouge après le diagnostic. En août 2025, Hansen a fait une mise à jour, disant que June est maintenant solvable et qu'elle a eu un cancer potentiel mais qu'ils l'ont surmonté. Il l'a fait savoir lors d'une interview accordée à Parade avant la 21e saison de l'émission. June est une personne privée et peu de nouvelles avaient été communiquées jusqu'alors. Un rapport antérieur avait affirmé que son cancer s'était propagé et qu'elle était en phase terminale, mais la déclaration de Hansen en 2025 a contredit cette information, affirmant qu'elle s'était rétablie. Un autre récit suggère qu'elle a été diagnostiquée pour la première fois d'un cancer du sein en 2009, qu'elle a subi une mastectomie et une chimiothérapie, et qu'elle n'a plus eu de cancer depuis, bien que cela soit en contradiction avec le diagnostic de 2019. L'expérience de la famille avec la maladie de June a ajouté au défi de Hansen, alors qu'il a été confronté à des crises cardiaques en 2016 et en 2018. Le diagnostic de June, en 2019, a entraîné de nouvelles tensions émotionnelles, dont une grande partie a été montrée dans l'émission. En 2025, le mois de juin ayant été déclaré solvable, il a marqué une période de soulagement. Cette persévérance est à l'image de la survie du Northwestern, qui a frôlé la catastrophe en mer glace épaisse, réservoir inondé et ancre cassée. Le litige juridique de 2010, qui a failli faire disparaître Hansen de l'émission, n'a duré que peu de temps. Son état révélé pour la première fois à l'antenne a suscité l'inquiétude des fans en raison de rapports contradictoires sur sa gravité. Pourtant, en 2025, les paroles d'Hansen confirmaient la guérison.
Leur apparition ensemble après le diagnostic a symbolisé l'endurance. La lutte de Jun s'est déroulée parallèlement au propre combat de Sig pour sa santé. Il a fait face à 2 crises cardiaques presque fatales et a continué à travailler tandis qu'elle a affronté le cancer avec une force tranquille. Les menaces que la mer faisait peser sur leur navire ressemblaient aux problèmes de santé qu'ils rencontraient. Tous deux ont traversé des tempêtes, l'un en mer l'autre dans la vie, et tous deux ont survécu. L'état de Jun, partagé publiquement mais affronté en privé, est devenu un chapitre profondément personnel. La confirmation par Sig en 2025 qu'il l'avait surmonté a permis de tourner la page. Le diagnostic qu'elle a posé en 2019 et la possibilité qu'elle se propage ont fait place à l'espoir et à la guérison. Cependant, il a également révélé que certains des malheurs qui lui sont arrivés au fil des ans sont dus à son ego. Mais comment est-ce possible? Sig Hansen blâme l'ego et la cupidité pour les appels imprudents en mer. Le capitaine Sig Hansen, âgé de 59 ans, connaît bien le danger. Pendant des décennies, il a affronté les eaux glacées de la mer de Bering, mais il a expliqué à Fox News Digital que le froid et les tempêtes ne sont pas les seuls facteurs qui ont mis sa vie en danger. Il a parlé honnêtement des choix risqués qu'il a faits en pêchant, y compris une décision motivée par l'orgueil qui a failli lui coûter la vie. Hansen a déclaré que cela s'était produit lors d'un givrage important, ce qu'il a qualifié d'acte d'égo. Il a expliqué que lorsque l'orgueil et l'avidité prennent le dessus et que le bon sens s'efface, le résultat n'est jamais bon. Hansen a évoqué des années remplies de décisions difficiles et de lourdes conséquences. Même après avoir survécu aux conditions de pêche les plus dangereuses, il a admis avoir de nombreux regrets. Il s'est souvenu de son infarctus en mer et a déclaré qu'il aurait dû prendre sa retraite depuis longtemps. Pour lui, un pêcheur est toujours confronté à une mauvaise saison. Il reconnaît avoir commis de nombreuses erreurs, mais il est reconnaissant que personne n'ait perdu la vie et que tout le monde soit en sécurité. Il s'est souvenu d'un incident douloureux survenu dans sa jeunesse, au cours duquel un membre de l'équipage avait été gravement blessé. Il avait environ 27 ou 28 ans lorsque l'incident s'est produit après une tempête. Il voit une vague arriver mais ne déclenche pas l'alarme à temps pour prévenir l'homme. La vague a frappé et projeté le membre d'équipage sur le pont, le blessant gravement au dos. Bien que l'homme se soit rétabli par la suite et soit retourné à la pêche, le souvenir est resté gravé dans la mémoire de Hansen. Il dit que dans de tels moments, les secondes comptent et qu'il a appris à ne jamais se laisser distraire pendant qu'il dirige. Depuis ce jour, Hansen a cessé de jouer de la musique dans la timonerie pendant qu'il travaillait. Même après de nombreuses années en mer, l'océan continue de le mettre à l'épreuve. Il se souvient d'une fois où son bateau a commencé à se couvrir de glace par temps glacial et d'une autre fois où un incendie s'est déclaré à bord. Sa fille Mandy était avec lui lors de l'incendie et ce souvenir l'a profondément effrayé. Il a pensé au danger qu'il y aurait eu si l'incendie s'était déclaré 1 heure plus tôt. Il explique que la réaction rapide de l'équipage les a sauvés. Les hommes étaient alertes et prêts à commencer à pêcher sur le pont lorsque l'incendie s'est déclaré. Ils venaient de quitter leur couchette prêts à travailler et leur conscience les a aidés à agir rapidement, outre les défis liés à l'embarquement sur les mers. Sig Hansen a dû faire face à des problèmes juridiques personnels, les batailles juridiques de Sig Hansen. Sig Hansen a été confronté à plusieurs problèmes juridiques, notamment des accusations de maltraitance, d'enfants d'agression et de négligence médicale. En 2016, sa fille Melissa Ekstrom, dont il est séparé, a intenté un procès civil l'accusant d'avoir abusé d'elle en 1990, alors qu'elle avait environ 2 ans pendant son divorce d'avec sa mère. L'action en justice affirmait que les abus présumés avaient causé des problèmes émotionnels à la jeune fille. Monsieur Hansen a nié l'accusation et s'est appuyé sur une décision de 1992 relative à la garde des enfants qu'il avait innocentés. En avril 2017, les procureurs du comté de Snohomish ont décidé de ne pas engager de poursuites pénales, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves, ce qui était conforme aux décisions antérieures
rendus entre 1990 et 1991. La même année, un juge du comté de King a rejeté la demande de Hansen de classer l'affaire. En juillet 2018, la Cour d'appel a confirmé la décision permettant à l'affaire de se poursuivre en tant que plainte pour dommages corporels. M. Hansen a déclaré qu'il ferait appel devant la Cour suprême. En mai 2017, Hansen a été arrêté pour avoir agressé un chauffeur Uber nommé Wahid Lawal dans le quartier de Ballard, à Seattle, après une célébration du Sit-and May. Hansen et son gendre Clark Peterson ont été accusés d'avoir craché sur Lawal et d'avoir donné des coups de pied à sa voiture, causant $1 800 de dégâts. En mai 2018, Hansen a plaidé coupable de délit d'agression, tandis que l'accusation de dommages matériels a été abandonnée. Il a bénéficié d'un report de peine d'1 année de mise à l'épreuve et d'un traitement contre l'alcoolisme. En août 2017, Lawal a intenté une action civile pour coups et blessures. L'affaire a été réglée en juillet 2018 après médiation pour un montant non divulgué. En décembre 2020, le matelot Nick Mavard Jr. a intenté une action en justice contre Hansen et sa femme June réclamant plus d'1 million de dollars. Il affirme qu'ils n'ont pas fourni les soins médicaux appropriés conformément aux règles du Covid-19, ce qui a entraîné la rupture de son appendice et la découverte d'une tumeur cancéreuse. Hansen a répondu par une contre-attaque contre Original Productions Incorporated et Trifecta Solutions Limited Liability Company, les accusant de ne pas avoir respecté les protocoles de santé et les soins médicaux appropriés. Les résultats de ces affaires n'ont pas été rendus publics. Malgré ces défis, il est impossible de nier les efforts et l'héritage de Sig. Sig Hansen, pêcheur américain d'origine norvégienne de la 4e génération, s'est forgé un héritage durable en tant que capitaine du navire de pêche Northwestern, l'un des principaux bateaux de pêche au crabe de la flotte d'Alaska. Il a développé ses compétences dans les eaux agitées de la mer de Bering, où les équipages affrontent des mers de 15 mètres, des vents de 50 à 60 nœuds et des températures glaciales tout en manipulant des casiers à crabe de 350 kilos. En tant qu'entreprise familiale, Hansen travaille avec ses frères Edgar et Norman, soulignant l'importance de l'expérience et de la familiarité de l'équipage pour la sécurité dans un secteur qui a enregistré une moyenne de 67 décès en 15 ans, souvent un par semaine, pendant les saisons les plus chargées. Son leadership a permis de passer d'une pêche de type derby à un système de quotas de pêche individuelle qui permet un travail plus sûr face aux menaces de la glace et à l'évolution des conditions du marché. L'influence de M. Hansen va au-delà de la pêche, puisqu'il joue le rôle de conseiller technique pour Deadliest Catch afin de s'assurer que l'émission est présentée telle qu'elle est. Deadliest Catch a profondément influencé la façon dont le public perçoit le travail en mer, ainsi que les mesures de sécurité et la vision culturelle du travail. Depuis son lancement en 2005, l'émission a montré des dangers réels, tels que des naufrages, des blessures et des sauvetages par les gardes-côtes, ce qui a conduit à l'adoption de nouvelles règles maritimes, notamment une formation obligatoire à la sécurité des inspections régulières des navires, l'utilisation de vêtements de flottaison individuels et l'amélioration des systèmes de suivi météorologique. Ces actions ont contribué à réduire le nombre de décès et de blessures dans le secteur de la pêche commerciale qui affichait autrefois un taux de plus de 300 pour 100 000 travailleurs. L'impact de l'émission s'étend également à d'autres emplois dangereux, poussant les employeurs et les législateurs à renforcer la sécurité sur les lieux de travail à haut risque. Elle a attiré l'attention sur les effets émotionnels tels que le stress post-traumatique, la toxicomanie et les difficultés familiales causées par l'éloignement et les problèmes d'argent. D'un point de vue culturel, la série entretient l'image d'un travail américain authentique, d'un travail physique difficile, dangereux, mais honnête et stable. Sa nature non scénarisée, montrant des pertes réelles comme le décès du capitaine Phil Harris, relie les téléspectateurs à un type de vie ouvrière en voie de disparition.
Considérée comme un programme partagé par les pères et les familles, elle enseigne des leçons à travers les choix du capitaine, la force et l'échec, le travail acharné de l'équipage et les histoires de famille qui relient les générations, comme celle des Hanson. Les épisodes mettent l'accent sur le travail d'équipe dans des situations dangereuses, les conseils aux jeunes matelots et l'incertitude de la vie en mer en montrant l'effort humain réel plutôt qu'un drame mis en scène. Le succès de la série se traduit par des taux d'audience élevés. La saison 6 a attiré 8,5 millions de téléspectateurs et a été saluée par la critique pour sa description de la réalité du travail et de ses coûts. Ses retombées livres et jeux ont élargi son impact encourageant des pratiques de pêche durable par le biais de quotas et de la conservation. Dans l'ensemble, la série a favorisé un plus grand respect des travailleurs maritimes, mis en lumière le rôle des gardes-côtes et influencé les changements en faveur d'une pêche plus sûre et plus responsable dans le monde entier. Malgré les controverses, Sig a mené une vie digne d'émulation à l'écran et en dehors. Pensez-vous qu'il devrait prendre sa retraite comme il l'a suggéré? Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Merci de votre attention. Pour en savoir plus, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Veuillez cliquer sur la vidéo suivante sur votre écran.